Et si le silence du Sahel était le véritable bruit de la guerre? Dans l'immensité du Sahel, chaque silence porte le poids de siècles d'histoire. Ce n'est jamais un silence de paix, mais une tension, comme le souffle retenu avant la tempête. Ce silence, aujourd'hui, est celui d'un territoire en recomposition, où chaque grain de sable se souvient des promesses non tenues et des chaînes cachées sous le masque de la sécurité. En l'an 2023, la scène semblait changer radicalement. Le retrait français, annoncé à grand renfort de caméras et de discours, a été célébré dans toute l'Afrique de l'Ouest comme l'aube d'une ère nouvelle. Les rues de Bamako, de Niamey, de Ouagadougou se sont remplies de foules brandissant fièrement le drapeau national, croyant assister à la fin d'une époque, à la reconquête de la souveraineté tant attendue. Des images historiques ont circulé dans le monde entier. Des soldats français, les derniers, quittant le Niger sous le soleil blanc, au milieu d'un nuage de poussière. Une scène qui rappelle d'autres retraits, ailleurs, dans d'autres continents. Comme lorsque les Britanniques ont quitté l'Inde en 1947, ou lorsque les Américains ont évacué Saïgon en 1975. À chaque fois, la même impression. Les chaînes se brisent, la liberté est enfin là. Mais l'histoire, souvent, ne se termine pas à l'image. Pour beaucoup, la paix était promise. On imaginait que, sitôt la dernière botte étrangère partie, le Sahel retrouverait son souffle, sa dignité, son autonomie. Ce fut un mirage. À la place des anciennes bases, de nouveaux centres ont poussé, souvent plus discrets, mais tout aussi stratégiques. Leur nom change. On ne parle plus de bases militaires, mais de partenariats, de hubs de formation, de centres de stabilisation. Aujourd'hui, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on voit apparaître ces points rouges sur les cartes, à l'écart des projecteurs, mais au cœur des enjeux de la région. Ces points forment peu à peu un anneau, un cercle d'influence qui se resserre autour du Sahel. Prenons un exemple concret. À Parakou, au nord du Bénin, des chantiers nocturnes s'activent pour bâtir de nouveaux bâtiments. Officiellement, ce sont des centres de formation militaire, censés servir à la coopération régionale. Pourtant, les plans architecturaux ressemblent étrangement à ceux des anciennes bases françaises du Niger. Des pistes d'atterrissage y sont discrètement élargies, capables d'accueillir des avions de transport ou même des drones armés, comme cela fut le cas à Gao, au Mali, quelques années plus tôt. À Dakar, la capitale sénégalaise, l'ancienne base française de Ouakam a été rebaptisée Centre de partenariat. Mais dans les faits, des officiers français continuent d'y travailler comme conseillers et des exercices conjoints sont organisés régulièrement, loin du regard des médias. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, la modernisation de la base aérienne Félix Houphouët-Boigny permet désormais d'accueillir des avions de chasse en moins d'une semaine, comme l'a révélé un rapport confidentiel en décembre 2023. Sur les cartes officielles, la présence étrangère semble se diluer, presque disparaître. Mais sur le terrain, elle prend d'autres formes, le bourdonnement incessant des drones, la multiplication des conseillers militaires, la construction de nouvelles infrastructures, souvent sous couverture de l'aide au développement. Les traces de l'influence extérieure ne s'effacent pas, elles se transforment, se modernisent. Ce qui disparaît des communiqués diplomatiques s'enracine dans la vie quotidienne. Le mot « coopération » a remplacé celui d'« occupation ». Mais pour les agriculteurs du Sahel, pour les commerçants, pour les éleveurs, le sentiment d'encerclement demeure. Désormais, le silence n'est plus synonyme de paix. Il annonce une réorganisation invisible, une transformation des chaînes plutôt que leur rupture. N'oublions pas qu'au lendemain des indépendances, dans les années 60, la France avait déjà su se réinventer en Afrique. Les bases militaires ouvertes dans les années 70 avaient remplacé la présence coloniale directe. À l'époque, on parlait de coopération technique. Mais en réalité, il s'agissait d'un contrôle étroit sur les gouvernements, les armées et les ressources. Aujourd'hui, le même scénario se rejoue, avec des outils plus sophistiqués. Le vrai danger? Croire à l'illusion de la liberté, accepter la version officielle sans la questionner. L'histoire du Sahel, comme celle de l'Indochine ou de l'Algérie, montre que les indépendances proclamées cachent souvent d'autres formes de tutelle. Accepter la narration imposée,
c'est risquer de perdre la souveraineté si chèrement conquise et d'effacer la voix africaine du récit de son propre destin. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut revenir à la genèse du retrait et apprendre à lire entre les lignes de l'histoire officielle. Quand on raconte la fin d'un empire à la télévision, que cache vraiment le rideau de poussière derrière le dernier convoi? En 2023, toutes les chaînes d'information diffusent les images spectaculaires du retrait français. Mais dans les coulisses, le vocabulaire militaire évolue. Les bases deviennent partenariats, les troupes se muent en conseillers. Les bâtiments, fraîchement repeints, portent de nouveaux noms: centres de coopération, plateformes de stabilité, conseils techniques. C'est une technique classique qu'on retrouve dans l'histoire des empires, le changement d'étiquette pour masquer la continuité du contrôle. Dans les années 90, lors du retrait américain des Philippines, la base aérienne de Clark a été officiellement fermée. Mais très vite, de nouveaux accords ont permis le retour ponctuel de troupes et de matériel, sous prétexte d'exercices conjoints ou de lutte contre le terrorisme. La souveraineté affichée n'était qu'une façade. Le Sahel vit aujourd'hui la même recomposition. On pense l'armée française partie. Elle reste partout en filigrane. À Dakar, à Abidjan, à Parakou, des officiers s'activent, discrets, dans des quartiers généraux rebaptisés. La carte paraît changer, mais les points stratégiques demeurent inchangés. Prenons l'exemple du camp de Gao, au Mali, qui a longtemps été présenté comme une base logistique pour la lutte antiterroriste. Après le retrait officiel, le site a été confié à une force régionale, mais les équipements, les infrastructures et même une partie du personnel technique sont restés sous contrôle étranger. Dans les salons des capitales africaines, on parle de dialogue, d'aide, de stabilité. Mais pour les habitants, la coopération ressemble à une surveillance. La sécurité promise prend la forme d'une présence qu'on ne peut ignorer, d'un regard permanent sur les mouvements, les échanges, la vie quotidienne. Ce sentiment d'encerclement est renforcé par l'omniprésence des technologies de surveillance, drones, satellites, écoutes électroniques. À titre d'exemple, en 2024, des commerçants de Niamey ont signalé la présence de drones survolant les routes commerciales, prétendument pour la sécurité, mais qui surveillaient en réalité les flux de marchandises. La militarisation ne s'arrête pas, elle mute. Moins voyante, plus technologique, elle se manifeste par l'appui à des forces locales, par la fourniture d'équipements sophistiqués, par le partage sélectif d'informations. Ce n'est plus la botte qui résonne sur le sol, mais la pression diffuse, l'étau silencieux qui se resserre autour du Sahel. Derrière le théâtre de la fin de l'Empire, de nouveaux mécanismes de domination s'installent. Le langage s'adoucit, les dispositifs deviennent plus sophistiqués, mais l'influence, elle, s'enracine toujours plus profondément. Le risque? Se laisser piéger par les mots, confondre coopération et soumission, et voir la souveraineté se dissoudre lentement dans le mirage d'un partenariat égalitaire. Le Sahel entre alors dans une ère nouvelle. Ici, l'indépendance ne se proclame plus. Elle se construit, se protège, jour après jour, souvent en silence, à rebours des récits officiels. Mais derrière chaque mot résonne une question. Qui contrôle vraiment la narration et à qui profite le brouillard? Dans cette recomposition silencieuse, le vrai combat débute à peine. Les chaînes sont-elles plus légères lorsqu'on ne les voit pas? Dans le Sahel, la domination a changé de masque. Elle ne s'incarne plus dans les bottes sur le sable, mais dans les ombres qui rôdent au-dessus des frontières. Les drones, opérés sous commandement européen, survolent désormais les routes commerciales, surveillant les flux au bénéfice d'intérêts lointains. Ce n'est plus seulement la sécurité qui est en jeu, mais le contrôle des échanges, des ressources, des populations. Sur les radios locales, le mot « souveraineté » s'enflamme. Il est contesté, repris, vidé, réinvesti. Chaque débat révèle la défiance envers tout ce qui se nomme « coopération ». Pour beaucoup, ce terme n'est qu'un paravent, derrière lequel l'ingérence perpétue ses jeux d'ombre. Les accords sont réécrits, mais les rapports de force demeurent. Dans les rues de Bamako, de Ouagadougou, de Niamey, des foules scandent les noms de Sankara, de Lumumba, de Keïta. Les murs peints rappellent la mémoire des luttes passées, la nécessité de transmettre l'histoire aux nouvelles générations.
Ici, la reconquête ne passe plus par le choc des armes, mais par la bataille de la narration. On lutte contre l'effacement de l'histoire, contre l'image imposée d'un Sahel réduit à une zone instable qui oublie les dettes du passé et les logiques de domination. La ligne de front n'est plus visible, elle traverse les récits. D'un côté, l'Occident décrit l'Afrique comme foyer permanent de crise, justifiant ainsi surveillance et intervention. De l'autre, une détermination à reprendre la parole, à dévoiler la complexité du réel, à exiger que la souveraineté devienne tangible. Mais tout converge vers un enjeu cardinal: les ressources. Uranium, lithium, terres rares, or, pétrole. Nulle coopération n'est innocente quand tant de richesses dorment sous la terre rouge. Ici, la lutte s'incarne. Nationalisation des mines, annulation de contrats jugés iniques, menaces qui fusent de Paris, de Bruxelles, de Washington. Chaque pas vers la reprise du contrôle déclenche avertissements, pression, blocus voilés. En 2024, le Niger a suspendu un contrat d'exploitation d'uranium avec une société française, déclenchant une vague de réactions diplomatiques et des pressions économiques immédiates. Le risque est immense. Perdre la bataille des récits, c'est rester prisonnier du regard de l'autre, justifiant toutes les surveillances. Échouer à contrôler les ressources, c'est ressusciter la dépendance, transformer l'indépendance en mirage. Un parallèle frappant peut être fait avec la Bolivie, qui a tenté de nationaliser son lithium au début des années 2010 et qui a subi sanctions et tentatives de déstabilisation. Pourtant, à mesure que l'étau se resserre, la résistance change de visage. De nouvelles stratégies émergent, portées par une conviction profonde. Seul compte l'avenir construit sur une souveraineté vécue, sur la maîtrise de ses propres richesses, sur la capacité à écrire sa propre histoire. En 2024, le Burkina Faso a lancé un programme de formation de géologues locaux, refusant l'expertise importée et affirmant sa volonté de gérer ses mines sans intermédiaire. Mais derrière cette transformation de la résistance, une question demeure. Jusqu'où les puissances étrangères sont-elles prêtes à aller pour préserver leur accès aux ressources du Sahel? L'histoire regorge d'exemples. De la guerre du Biafra dans les années 60, motivée par le contrôle du pétrole nigérian, aux interventions en Libye en 2011, sous couvert de protection des civils, mais avec des visées stratégiques sur le pétrole et les routes migratoires. La tension monte, et le moindre faux pas peut tout faire basculer. Quand la pression étrangère s'intensifie, le Sahel ne cède pas. Il répond par une force tranquille, l'invention et la solidarité. Dans la région de Ségou, au Mali, des coopératives agricoles ont uni leurs efforts pour produire localement les engrais, remplaçant les importations venues d'Europe et réduisant la dépendance. À mesure que les soldats français se retirent, d'autres entraves se resserrent. Les sanctions économiques frappent, les crédits sont gelés, les institutions financières du Nord imposent leurs conditions. L'air se raréfie, la menace de l'isolement plane, les marchés se ferment, les devises se font rares. Chaque transaction devient un champ de bataille muet. Mais le Sahel refuse d'étouffer. Là où l'on attendait la soumission, surgit une vague d'alliances inattendues. Des ingénieurs russes installent des réseaux électriques dans les capitales. Des consortiums venus de Chine bâtissent routes et ponts, ouvrant des corridors commerciaux qui évitent désormais l'Europe. Dans l'ombre des sanctions, des routes parallèles naissent, brisant la géométrie de la dépendance. En 2024, un accord signé entre le Mali et la Turquie a permis la livraison de drones agricoles, une première hors du circuit occidental. La survie n'est plus le seul enjeu. Il s'agit désormais de choix, subir l'influence ou façonner un modèle propre. Là où les puissances occidentales voient une zone à contrôler, le Sahel riposte en affirmant sa maturité. L'indépendance ne se décrète pas, elle se construit, dans les coopératives agricoles, dans la montée des industries locales, dans la gestion autonome des réseaux d'énergie conçus pour durer. Au Niger, une usine de transformation du coton, financée par un partenariat Sud-Sud, a permis de créer des milliers d'emplois locaux en 2023. Un basculement silencieux s'opère. La résistance politique cède la place à une révolution psychologique. Refuser la tutelle, ce n'est plus seulement renvoyer des soldats, c'est reprendre la maîtrise du récit. Une rébellion intime, enracinée dans la mémoire, la fierté et la conviction profonde.
On peut sanctionner un État, jamais une croyance. Comme l'a rappelé le poète malien Amadou Hampâté-Bâ, tant que la mémoire vit, le peuple ne meurt pas. Cette conviction, c'est l'arme secrète du Sahel. Elle soude, elle inspire, elle rend les pressions extérieures de moins en moins efficaces. Mais le choix reste périlleux. Viser l'autonomie, c'est risquer la suffocation économique, perdre ce qui a été conquis de haute lutte. Accepter la dépendance, c'est renoncer à l'avenir. Le dilemme s'accentue. L'émancipation du Sahel peut ouvrir la voie à d'autres, ou s'effondrer sous le poids du blocus, effaçant les fruits de la résistance. Pourtant, cette fois, le changement ne s'arrête pas aux frontières, ni aux discours officiels. Il s'infiltre dans le quotidien, s'impose dans chaque projet, chaque geste, chaque croyance partagée. Dans le nord du Burkina Faso, des associations de jeunes organisent des ateliers de réparation de motos, formant une nouvelle génération de mécaniciens indépendants des pièces importées. Mais dans ce nouveau paysage, tout reste fragile, car chaque avancée s'accompagne d'une menace, visible ou invisible. Les cyberattaques, les campagnes de désinformation, les tentatives de corruption de responsables locaux sont autant de dangers qui guettent la nouvelle souveraineté africaine. En 2024, une campagne de rumeurs venue de l'étranger a tenté de déstabiliser le gouvernement nigérien, mais la vigilance citoyenne a permis de rétablir la vérité. L'indépendance n'est pas une formule à brandir. C'est une pratique patiente, bâtie chaque matin dans le silence des ateliers, la lumière des chantiers ou la mémoire des rues. Dans le nord, des ingénieurs dessinent des réseaux solaires, assemblant à la main chaque panneau, tendant les câbles d'une énergie libérée des réseaux imposés. À Gao, un collectif de femmes a lancé une boulangerie coopérative, brisant la dépendance au blé importé. Dans les garages, des ouvriers transforment de vieux camions en flotte locale, capables de braver la poussière sans attendre de pièces venues d'ailleurs. Sur les murs, des artistes peignent résistance et histoire, donnant à la mémoire une couleur, un visage, un souffle partagé. Cette discipline quotidienne n'est jamais solitaire. Les villages relient leurs efforts, échangent récoltes et savoirs, partagent les nouvelles sur la météo ou la sécurité. Les régions s'organisent. On se coordonne pour éduquer, protéger, anticiper. L'intelligence locale devient force commune, bâtissant une sécurité qui n'a pas besoin d'uniformes étrangers ni de satellites anonymes. Le nouveau pouvoir ne cherche pas la domination. Il naît de la coopération entre égaux, sans hiérarchie importée. Ce sont les voix multiples qui décident ensemble, refusant les modèles dictés d'ailleurs. Dans les assemblées populaires, on discute, on débat, on choisit. Rien n'est imposé sans consentement. La leçon la plus précieuse, c'est que la souveraineté ne s'arrête pas aux frontières. Elle se gagne dans l'économie, par la maîtrise des filières agricoles ou minières. Elle se protège par l'éducation, en enseignant l'histoire vraie et les langues locales. Elle s'affirme dans la culture, où les récits africains ne sont plus filtrés, mais proclamés. Et elle s'invente dans la technologie, avec des solutions pensées ici, pour ici. En Mauritanie, un ingénieur a conçu en 2024 une application météo adaptée aux réalités du Sahel, permettant d'anticiper les sécheresses et d'organiser les semences. Mais le cœur de cette discipline, c'est la mémoire. Comme le disent ceux qui peignent ou qui écrivent, nous ne nous rebellons pas, nous nous souvenons. Chaque acte d'indépendance rappelle que les chaînes, même invisibles, laissent des traces. Tant qu'un peuple se souvient, il échappe à la résignation. La mémoire des résistances, des révoltes, des victoires et des défaites forge la conscience collective. Voilà pourquoi la vigilance doit rester quotidienne. Si la discipline faiblit, le contrôle externe revient, d'abord par les contrats, puis par les récits, enfin par l'économie. Mais si elle tient, alors s'ouvre la possibilité d'un vrai modèle africain, pour le Sahel et au-delà. Rappelons-nous l'exemple du Rwanda, qui a su, après le génocide, se relever grâce à une discipline collective et à la maîtrise de ses propres récits. Ce qui avait commencé comme un retrait militaire se transforme en naissance, celle d'une conscience collective, forgée dans l'épreuve, prête à écrire la suite de son histoire. Cette conscience s'incarne dans chaque projet local,
chaque coopérative, chaque école qui enseigne l'histoire africaine sans filtre. Pourtant, au-delà de ces victoires quotidiennes, les menaces persistent, souvent invisibles. Il faut regarder plus loin. Où et comment s'infiltrent les nouveaux mécanismes d'influence? Les banques internationales imposent des conditions. Les entreprises étrangères cherchent à reprendre pied. Les médias occidentaux diffusent des images biaisées. La vigilance exige de créer des médias locaux forts, des syndicats indépendants, des réseaux de solidarité transfrontaliers. Et si, aujourd'hui, le véritable bruit du Sahel n'était plus le fracas des armes, mais le souffle d'un continent en éveil? Non plus des explosions, mais le grondement discret d'un peuple qui refuse d'abandonner son histoire à d'autres mains. Dans les écoles rurales, des instituteurs enseignent la géographie du Sahel, la poésie locale, les chants de résistance. Dans les marchés, on privilégie les produits locaux, on échange sans intermédiaire. Le départ des derniers soldats français n'a pas clos le chapitre. L'influence, elle, demeure, masquée derrière la politesse des discours et la promesse de stabilité. Les uniformes se fondent dans la foule, les bases changent de nom, mais la pression persiste, plus subtile, plus diffuse. La bataille s'est déplacée ailleurs, sur le terrain de la mémoire, des récits, du regard sur le Sahel. Être simple spectateur, c'est laisser d'autres collecter les ressources, tisser les alliances, choisir ce que l'on oublie ou retient. S'impliquer, c'est refuser la résignation, et comprendre que la souveraineté commence par le pouvoir de nommer, de raconter, de transmettre. Les réseaux sociaux africains deviennent des lieux de débat, de mobilisation, de construction d'une autre image de la région. Aujourd'hui, la victoire ne se compte plus en nombre de bases fermées ou de drapeaux abaissés. Elle se mesure à la force d'une conviction. L'indépendance n'est pas un acte unique, ni une simple rotation de partenaires, mais un chemin vivant, exigeant, parfois invisible. C'est la capacité d'un peuple à reprendre ses ressources, ses réseaux, son imaginaire collectif. La mémoire du Sahel n'est pas une poussière balayée par le vent. Elle est une force silencieuse, mais inaltérable, présente dans chaque geste, chaque décision, chaque espoir. Témoigner, transmettre ce qui se vit ici, c'est refuser le brouillard des narrations imposées. C'est affirmer que la dignité du Sahel et son avenir ne se marchandent plus à huis clos, mais se construisent à ciel ouvert, avec celles et ceux qui misent sur la force d'un continent debout. La recomposition du Sahel ne se dessinera pas sur des cartes diplomatiques, ni dans des contrats signés en coulisses. Elle s'incarnera dans la façon dont ses habitants relèvent la tête, recréent des liens, reprennent la parole, loin des tutelles invisibles. À vous maintenant de choisir. Témoigner, relayer, refuser la posture de simple spectateur. Le Sahel n'est pas une page blanche, mais une histoire vivante qui n'attend que d'être écrite, racontée et transmise, par et pour celles et ceux qui